Alors, je vais pas vous dire que la situation est inédite parce que ce serait pas vrai, mais la situation est exceptionnelle. C'est très très rare ce qui est en train de se passer sur les cryptos, sur les marchés financiers en règle générale. On a un alignement progressif entre la macroéconomie et la technique qui est juste déroutant. Et on a vraiment tous les signaux qui sont en train d'être alignés, qui vont nous donner la direction. Et vous savez que quand c'est comme ça, quand on a la macro qui s'aligne à la technique, c'est très très rare d'avoir de faux signaux. Donc on va regarder ça dans cette vidéo. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup d'indicateurs, etc. Des choses que je pense vous n'avez vues probablement nulle part ailleurs, hein. C'est des choses qui sont assez rares d'être diffusées. Je vais vous montrer tout ça et je vous parlerai d'une petite chose, hein, pour ceux qui restent tout le long de la vidéo. On a une petite annonce à vous faire. Donc déjà, on va regarder ce qui s'est passé au niveau du Bitcoin sur cette annonce de baisse de taux. Ça y est, Jérôme Powell nous a fait son annonce le 17 septembre à 20h. Et ben voilà, on a une baisse de taux de 0,25 points de base. Ça a généré ça. Ok, ça a généré du bruit globalement. Là, je suis en échelle 1 minute, hein, donc vous avez une bougie égale 1 minute. C'est pour ça qu'on voit des choses qui se sont passées, hein, parce que sinon, honnêtement, on verrait rien. Ici, il y a eu un petit pump, un creux, en gros de la chasse à la liquidité. Vous avez les shorters qui se sont fait stopper ici, les acheteurs qui se sont fait stopper ici. Bon bah voilà, il n'y a ni plus ni moins, il y a rien à en dire de particulier. Ça, c'est de l'affaire de trader. Ici, si vous êtes sur cette chaîne, en tout cas, nous, notre démarche, notre méthode, c'est de l'analyse long terme. Ok, nous, on est là pour jouer les cycles dans leur globalité, se positionner bas, vendre haut, principalement sur les altcoins, des altcoins de moyenne capitalisation. Je vous rappelle, ça fait 8 ans que moi j'analyse ce genre de chart, hein, que je fais de l'analyse crypto, etc. Donc j'ai vu passer quelques cycles et c'est pour ça que je vous apporte mon expertise. Ici, vous avez vu que globalement, on a une petite direction haussière qui est prise après ce FOMC. Bon, il faut être quand même assez logique. On avait un petit stand-by de cotation depuis quelques temps parce que justement, il y avait ce FOMC, donc on était un peu tous suspendus. La majorité des décisions acheteuses ou vendeuses se prendraient après le FOMC. Mais globalement, vous voyez que si ici on regarde la courbe, bon, vous voyez pas de FOMC, hein. Si ici vous savez pas que c'est le 17 septembre, je vous préviens tout de suite, d'ici un mois ou deux, ce sera impossible de le retrouver sur la chart. Ok, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas de sell de news, il y a rien du tout. Et ça, pour la simple et bonne raison que quand on regardait les probabilités d'avoir une baisse de taux, elle était déjà pricée. Ok, pour la prochaine réunion du FOMC aura lieu le 29 octobre 2025. D'ici en gros un mois et 10 jours. Donc dans 40 jours, on devrait avoir une baisse de taux de nouveau de 25 points de base. Le marché est en train de la pricer. On a 87,7% de probabilité d'avoir une baisse de taux. Bon, si on a une baisse de taux, il se passera de nouveau rien, d'accord? Les choses vont se passer entre-temps. Vont se passer entre le moment où là, on a 88% de probabilité et peut-être dans un mois, quelques jours avant la réunion, on aura 98%. Et en fait, cette probabilité augmentant, ça va faire que votre prix va augmenter. Je vais m'expliquer. Dans l'investissement, vous avez toujours la même démarche, d'accord? Que ce soit moi ou les patrons de chez Goldman Sachs, on a toujours la même démarche. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des scénarios. On fait des scénarios, donc quand on vous dit on prévoit pas le futur, c'est parce qu'on ne dit pas il va se passer ça. Moi je vous dis pas le Bitcoin sera à 250 000 $ d'ici la fin d'année. Je vous dis il y a une probabilité que le Bitcoin se situe aux alentours des 150 000 $. Je pense que ce scénario-là, je le pondère à X% de probabilité. Et donc, j'ajuste mon portefeuille en fonction. Si, au vu des indicateurs, au vu des événements, etc., je sens que ce scénario est de plus en plus probable, je vais mettre de plus en plus de billes. Si j'estime, je vous dis quelque chose au hasard, que le scénario d'avoir un Bitcoin à 150 000 $ d'ici la fin d'année, j'ai une chance sur 3 de le voir se réaliser, je vais quand même garder beaucoup de stablecoins parce qu'il y a quand même 2 chances sur 3 que ça ne se produise pas. D'accord? Donc je vais rester un petit peu en retrait, je vais me protéger. A l'inverse, si je vois que tout se met en route et que tout est probable pour avoir une fin d'année haussière et un Bitcoin à 150 000 $, évidemment, je vais positionner plus dans mon bagage crypto que dans mon bagage stablecoin. Et donc petit à petit, je vais vendre des stablecoins pour acheter de la crypto. C'est ce qu'on voit par exemple comme phénomène dans cette courbe-là. Sur l'USDT dominance, vous avez ici justement ce genre de transfert.
entre les moments où vous avez des hausses, c'est-à-dire que les personnes vont vendre leur USDT vont vendre leur crypto pour acheter de l'USDT. Donc vous avez de plus en plus d'USDT dans les stocks de portefeuille, dans les wallets. Et à l'inverse, quand vous avez des chutes ici, c'est que les personnes vont acheter avec leurs USDT, ils vont acheter de la crypto. Et donc ici, vous avez généralement des baisses qui sont accompagnées de hausses sur le prix des actifs crypto. Donc là, typiquement, entre septembre et décembre, donc pendant toute la période de fin d'année 2024, au moment de l'élection de Trump, vous voyez que cette baisse de l'USDT dominance, elle a accompagné une hausse des actifs à risque et notamment en fait des cryptos. Donc quand j'émets des scénarios comme ça, quand je crée des scénarios pour y pondérer des probabilités dessus, justement, je viens ajuster au fil de l'eau mes scénarios en fonction des indicateurs, etc. Donc j'ai plusieurs scénarios, quoi qu'il arrive, évidemment. Donc là, j'ai le scénario d'avoir une reprise un petit peu haussière. Alors ça sera pas en ligne droite, mais d'avoir ici un démarrage très fort. Il y a évidemment le scénario ici d'une prise de liquidité, d'une stagnation et d'une distribution, ici avec un retournement. Ici, on a effectivement le scénario du range également. On a beaucoup de scénarios et l'idée, c'est de comprendre tous les scénarios qu'on a. Donc déjà, de les analyser, de les lister, d'y pondérer des probabilités et ensuite, justement, on va adapter son portefeuille pour répondre à ce genre de probabilité. C'est pour ça que on dit que on s'en fiche de la direction que va prendre le marché. Alors en réalité, on s'en fiche pas vraiment. Sur tous mes scénarios, je préfère celui où le Bitcoin part en ligne droite et que on a un afflux de liquidité énorme et que mon portefeuille triple de valeur. Mais évidemment, je dois quand même me protéger et je dois pas me dire que j'ai envie que ce scénario se produise, donc je mets tous mes œufs dans le même panier. Donc ça, c'est toujours la même chose. Et quand vous avez ici un FOMC où tout le monde avait prédit, pas prédit, mais tout le monde avait anticipé la baisse de taux de 25 points de base, avec une annonce comme quoi on aurait 2 baisses de taux d'ici la fin d'année. Donc c'est ce qui est toujours prévu par le marché. Vous voyez que d'ici le 10 décembre, on est censé avoir une baisse de taux le 29 octobre et une baisse de taux ici le 10 décembre. Donc vous voyez que le marché price à 82% de probabilité le fait d'avoir 2 baisses de taux d'ici la fin d'année. Donc globalement, il ne va rien se passer si Jérôme Powell, donc directeur de la Réserve fédérale américaine, confirme ce genre de scénario, quoi. Donc ici, il n'y a pas eu de surprise, mais finalement, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est même plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il confirme la direction que prend le marché, et la direction que prend ici la baisse des taux, elle est hyper bonne. Elle est hyper bonne parce que, on va le voir un petit peu, j'ai des choses super intéressantes à vous montrer, vous allez voir juste après sur la partie le comparatif par rapport au Russell 2000. Mais vous voyez que ici, on a des choses on a une tendance qui est à dire, les taux qu'on avait de l'ordre de 5%, de 4,5%, et petit à petit, ils vont baisser. Ok, 3,5%. 3,75 d'ici la fin d'année, puis 3% d'ici la mi-2026, jusqu'à avoir un pic à 3%, 3,25% sur toute l'année 2026 et le début d'année 2027. Ça, c'est les scénarios qui sont actuellement prévus. Alors vous voyez que forcément, plus on avance, moins la direction est claire. Vous voyez qu'ici, sur cette réunion-là, on a quand même 4% de chance de rester sur les taux de 3,75%. On a aussi une probabilité de se retrouver à 2,75%. Bon, évidemment, ça va dépendre de beaucoup d'indicateurs. Je vous rappelle que la Réserve fédérale américaine a 2 mandats. Son premier, c'est de maintenir une inflation faible. Donc là, c'est ce qu'on regarde juste ici. Vous voyez qu'on a une légère reprise de l'inflation. Alors, il va falloir voir ce qu'il en est. Honnêtement, donc on a toujours les mises à jour de Trueflation. Tous les 15 jours, on a des grosses mises à jour. C'est ce qui fait qu'on a des grosses baisses et des grosses hausses. Parce qu'on vient prendre en compte beaucoup d'autres données qui ne sont pas forcément des cotations en continu. Donc évidemment, dans l'inflation, vous avez le prix de l'énergie, donc le gaz, le pétrole, etc., qui est pris en compte. Et donc ça, vous êtes capable de donner sa cotation en temps réel. Par contre, vous avez d'autres choses, que ce soit les prix à la consommation, etc., qui ne sont pas forcément remontés systématiquement. Donc c'est pour ça que vous avez des variations qui peuvent être aussi franches.
Ici, on a une petite variation depuis quelques jours. On a une légère hausse de l'inflation. Honnêtement, c'est toujours très maîtrisé. Tant qu'on casse pas ici le fameux support des 2,3, 2,3, 2,4%, honnêtement, il n'y a pas d'alerte sur l'inflation. Les experts, alors je ne suis pas expert en macroéconomie, mais les experts nous disent qu'on a peut-être une hausse de l'inflation qui est attendue d'ici quelques temps. Honnêtement, j'attends de voir parce que ce genre d'experts se trompent quand même régulièrement. Donc, et puis ils sont pas du tout d'accord entre eux, donc bon, il va falloir surveiller ça. Et le deuxième mandat de la Fed, c'est de garantir du coup un chômage stable aux États-Unis. Et donc ça, évidemment, depuis quelque temps, on a quand même pas mal de problèmes à ce niveau-là. Donc les chiffres du chômage ne sont pas forcément très bons aux États-Unis. Donc ils vont évidemment regarder ça. Donc tous les jeudis, on a les chiffres du chômage. Vous pouvez voir la courbe ici d'ailleurs. Sur Investing, vous avez la courbe. Donc là, on a une légère reprise. Alors, vous voyez, hein, quand on voit le taux à 5 ans, forcément, pendant la période Covid, etc., ça restait maîtrisé. Mais vous voyez que la courbe des derniers chiffres, on a une augmentation. Et c'est ce qui pousse la Réserve fédérale à agir. D'accord. Donc, évidemment, le but pour la Réserve fédérale américaine, c'est d'agir relativement tôt, pour pas avoir une hausse de chômage qui soit irréversible, mais ils doivent quand même s'assurer de maintenir une inflation basse. Donc ils sont toujours en fait entre les deux, vous voyez. Donc si ils étaient uniquement pour réduire l'inflation, eux ils mettraient un taux à 6%, et puis ils en resteraient là, l'économie s'effondrerait et ils auraient une inflation qui du coup serait maîtrisée. Mais ils veulent aussi garantir un chômage faible, et vous savez que plus vous mettez des taux élevés, plus vous ralentissez l'économie, les personnes vont moins emprunter, forcément, parce que vu qu'ils doivent rembourser énormément d'intérêts, etc., du coup, ils vont pas forcément investir, ils vont reporter leurs investissements, ou alors les choses qui pourraient devenir rentables, quand vous avez des taux à 3%, vous pouvez investir sur des actifs à 5%, et vous faites quand même de la plus-value. Si vous avez des taux à 4,25, investir sur des choses à 5%, c'est plus intéressant. Donc vous ne le faites pas. Et là, c'est ce genre de choses-là qui va accélérer l'économie. Et c'est pour ça qu'on apprécie d'avoir des baisses de taux. Parce que quand vous avez une baisse de taux, vous avez donc plus d'opportunités qui sont créées, les personnes empruntent plus, elles utilisent leurs emprunts pour monter des entreprises, développer leurs entreprises, faire des investissements, investir également dans les marchés financiers, peu importe. Et donc vous allez avoir comme ça, petit à petit, de l'argent frais qui va arriver sur l'économie, puisque je vous rappelle que les banques commerciales créent à partir de vos crédits, elles créent de la nouvelle monnaie, elles impriment de l'argent. Et donc c'est à ce moment-là que on va se retrouver avec plus de liquidité, et c'est justement une courbe qu'on peut voir affichée ici, hein, c'est la courbe que tout le monde affichait pendant un temps, c'est la courbe de la M2, donc la liquidité globale sur les marchés financiers. Donc ici, c'est un indicateur M2 Global Liquidity Index avec un time shift où vous avez la possibilité de décaler ici la courbe avec un certain nombre de jours. Ici, donc c'est arbitraire, hein, mais ici, je vous affiche la courbe décalée de 80 jours et vous voyez que, on en parlait pendant un certain temps, je ne sais pas si vous étiez déjà là il y a quelques mois sur YouTube, mais vous voyez que la courbe de la liquidité, elle suit globalement de manière assez troublante la courbe du prix du Bitcoin. Ok, donc ici, quand on regarde que on a une courbe de liquidité qui continue d'augmenter hein, jour après jour et qui va continuer d'augmenter puisqu'on a une baisse de taux désormais qui est actée et des baisses de taux qui sont actées, on devrait avoir comme ça une augmentation du prix qui augmenterait en due proportion de l'augmentation de la liquidité. Ok, ici, vous voyez qu'on avait une petite stagnation globalement de la liquidité. Donc ici, on a également une petite consolidation. Alors bon, évidemment, tous les partisans de la courbe du Bitcoin suit la liquidité. Bon, là, ils sont un petit peu piégés parce que le Bitcoin a pas suivi la liquidité comme ça devrait l'avoir, mais globalement, ce qu'il faut voir surtout, c'est la tendance. Puisque quand on a une augmentation de la liquidité, petit à petit, à force de temps, la liquidité se déverse sur les marchés à risque et vous avez évidemment des configurations et des considérations techniques à prendre en compte, parce que si c'était si simple, tout le monde saurait que du coup, ça va suivre la courbe de la liquidité, donc pas de souci, j'investis, je fais all-in et de toute façon, ça va suivre globalement.
Donc évidemment, il y a des considérations techniques qui rentrent en jeu, des phases de distribution, enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. On ne peut pas évidemment se fier à un seul indicateur, d'accord? Donc ça, c'est évidemment quelque chose que les débutants, justement, doivent apprendre, c'est que un indicateur, c'est jamais magique, ok? Vous voyez d'ailleurs cette courbe de la liquidité, globalement, elle marche depuis ici, elle marche depuis novembre 2023, mais avant, bon, on avait une tendance, ok? Quand la liquidité avait tendance à augmenter, on avait une tendance sur le Bitcoin qui était en augmentation. Mais il ne faut pas le prendre comme c'est un calque global de la courbe et puis on n'en parle plus. Donc cette liquidité-là qui va se déverser, donc il va falloir surveiller justement les futures inscriptions au chômage. Il ne faut pas non plus que ça s'emballe, d'accord? Parce que si ça s'emballe et qu'on a un chômage qui augmente trop fortement, on aura du coup un problème, c'est qu'on va avoir une macroéconomie qui va se dégrader. Vous allez avoir des chiffres de croissance qui vont baisser, parce que forcément, moins d'emplois, ça veut aussi dire que si les entreprises embauchent moins, c'est qu'elles font moins de profit. Si elles font moins de profit, c'est qu'il y a moins d'entrées au niveau de la croissance, etc. Vous avez moins d'entrées d'argent, et que ce soit sur les impôts, que ce soit dans les bénéfices des entreprises, etc. Et donc à la fin, vous vous retrouvez avec des marchés financiers qui baissent, parce que la finance et l'économie, c'est parfois décorrélé, mais ça reste quand même un lien de cause à effet qui est important, d'accord? La finance se porte bien quand l'économie se porte bien, en règle générale. Je rajoute des petites nuances, mais évidemment, en règle générale, c'est le cas. On va aller faire un petit tour du côté des ETF et on va aller voir ce qui se passe. Vous voyez que sur les ETF Bitcoin, on a toujours du volume. Bon, je me fie toujours à BlackRock, mais vous voyez qu'ici, on a toujours des volumes acheteurs qui sont maintenus. Donc, on a toujours des va-et-vient sur les autres ETF. Honnêtement, je les regarde assez peu. Je trouve que c'est assez peu pertinent. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de stratégies d'arbitrage sur les autres. Alors que sur BlackRock, ça a l'air d'être plutôt... en tout cas, ça suit globalement les phases de marché positives et négatives. Donc ici, c'est justement ce qu'on peut regarder sur Glassnode. Donc d'ailleurs, cette courbe, je pense que vous pouvez la voir gratuitement sur Glassnode. La majorité des courbes de Glassnode sont bien entendu payantes et assez chères, mais celle-ci, je crois qu'elle est tier 1, donc elle est accessible. Ici, vous avez justement une visualisation un peu plus claire des inflows des ETF et des outflows également. Et vous voyez que là, il n'y a plus trop de doute sur les derniers jours. Ça y est, la direction est prise. On avait eu une compression, vous voyez une baisse des volumes sur les inflows et une baisse des volumes sur les outflows. Et globalement, depuis le point bas, depuis ce fameux 108 000, dont on avait parlé sur la chaîne, vous voyez que là, ça y est, on a l'air d'être reparti avec des flux acheteurs. On va faire un tour quand même aussi sur les ETF Ethereum, mais vous voyez que ici, on a une position qui est quand même plus stable. Vous voyez que ici, on avait eu sur la fin de semaine dernière, sur ce début de semaine et fin de semaine dernière d'ailleurs, on avait eu ici pas mal de volume. Je vous rappelle que quand vous voyez 363 millions de dollars sur Bitcoin, c'est déjà une bonne chose, mais alors sur Ether, qui est quand même très largement moins capitalisé, évidemment, ça a un impact qui est encore plus fort. Donc ici, bien entendu, ça stagne un petit peu. On va regarder ce qu'il en est, mais honnêtement, c'est toujours très bon signe. Je voulais vous partager aussi le P-Cycle Top Indicator. Donc, je vous en parle assez rarement, mais je vous en parle quand même parce que il faut quand même le garder en tête. C'est un indicateur qui, alors évidemment, il a été créé. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'est quand j'ai commencé dans la crypto, etc. Et donc, on était aux alentours de 2016, etc. Enfin, dans ce moment-là. À l'époque, justement, il avait fonctionné ici. Sur 2018, il avait en gros été créé sur les 3 précédents tops, que ce soit ici 2013, ici 2014 et ici 2017-18. Donc on se demandait s'il allait fonctionner sur le marché le bull run de 2020-2021, et il a plutôt très très bien marché. Vous voyez que globalement ici, il nous a indiqué le top, ce croisement entre ces deux moyennes mobiles. Et vous voyez que quand les deux moyennes mobiles se sont croisées, on a eu notre fameux top. Donc généralement, comment ça se passe sur cet indicateur? Vous avez ici un canal qui est en train de se créer. Généralement, le prix oscille entre les deux bandes de ce canal. On vient faire plusieurs touchettes dans ce canal, puis on en sort. On en sort par le haut.
le prix commence à décoller, et ensuite on a justement le fameux croisement et qui nous indique justement la phase de top. Donc ici, c'est également ce qu'on avait eu sur le cycle de 2020-2021. On avait stagné à l'intérieur. Ok, pendant le bear market, on va chercher en dessous de cette fameuse courbe. Puis généralement, pendant la phase de bull run, bah, on s'appuie quelquefois sur cette borne basse, on vient casser la borne haute, et enfin on a notre croisement qui nous indique justement la fin de notre bull run. Et ici, vous voyez que bah, on a slidé cette courbe, on est venu la toucher plusieurs fois, et là récemment on est venu la retoucher, d'accord, et bah, la borne haute est actuellement aux alentours des 193 000 $, donc on pourrait estimer que bah, on pourrait casser cette courbe à 193 000 $ à la hausse, d'accord, aller à chercher 200, 210 000, 220 000 $ peut-être, puis avoir justement un croisement sur cette courbe. Je suis très curieux de voir si cet indicateur va fonctionner pour ce cycle de nouveau ou pas. Je le suis de toute façon, hein, comme beaucoup d'autres indicateurs, mais honnêtement, c'est un indicateur qui pour le moment a un taux de réussite de 100%. Alors vous allez me dire sur 4 occurrences, c'est facile, mais c'est aussi ce qu'on disait sur le précédent cycle, hein. On disait oui, enfin bon, il a été calqué sur les 3 précédents cycles, donc c'est facile de trouver un indicateur qui marche pour 3 occurrences. Ça ne veut pas dire qu'il marchera pour la 4e, ni pour la suivante, etc. Certes, je suis totalement d'accord, hein, d'un point de vue statistique, mais je pense qu'il a, il a sa pertinence et qu'il faut quand même le surveiller. Au niveau ici du prix réalisé par les holders de court terme, donc là, pour le coup, c'est quand même plus factuel. Donc c'est vraiment, quand vous prenez les achats réels des bitcoins qui ont été faits sur les 6 derniers mois, bah, vous avez globalement un prix moyen d'achat ici à 111 000 $. Et vous voyez qu'on est venu s'appuyer juste sur ce prix réalisé par les holders de court terme. Alors c'est pas anodin, honnêtement c'est assez fréquent, hein. Vous voyez qu'à chaque fois on vient le toucher. Alors on est passé à travers, hein, plusieurs fois, hein, mais c'était globalement pendant des longues périodes. C'est-à-dire que c'est généralement pas très bon signe. Quand on passe en dessous de ce prix réalisé par les holders de court terme, c'est généralement pour un moment. Ça annonce plutôt une phase de range qui est assez longue. Et c'est pour ça que ici, donc je vous indiquais que ici on avait justement notre fameux order block qu'on était venu rechercher. On en avait parlé sur la chaîne. Et bien ici, on avait justement un gros support. Si ce support avait cédé, alors ça ne voulait pas dire que le bull run était terminé, mais ça pouvait vouloir dire que ici, on avait donc cassé cet order block, qu'il fallait peut-être venir s'appuyer ici en dessous sur les fameux 93 000 $, et qu'il allait falloir comme ça peut-être travailler cette zone pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ici, c'est une très bonne nouvelle de l'avoir maintenu, ce support, parce que justement, ça nous indique qu'on a plus de potentiel de repartir rapidement. D'accord, le potentiel de hausse, ça ne nous l'indique pas, mais ça nous indique plutôt la vélocité. Et en l'occurrence, pour la vélocité, ça corrobore également quelque chose dont on avait parlé dans la précédente vidéo, c'est-à-dire l'écartement des bandes de Bollinger. Ici, les bandes de Bollinger sont en train de se resserrer toujours en weekly. Donc vous voyez que ici, hop, je vous l'indique, je vous l'affiche ici, les bandes de Bollinger. Mais vous avez ici des bandes de Bollinger qui sont en train petit à petit de se contracter. On a ici la longueur donc entre ces deux bornes. Et vous voyez que c'était pas arrivé depuis plutôt des années, hein, d'ailleurs. On a rarement eu des bandes de Bollinger aussi resserrées. Alors évidemment, plus ça va aller, plus on aura des bandes de Bollinger qui vont se resserrer. Forcément, la capitalisation augmente. Donc avec le temps, on a de moins en moins d'écartements. Les écartements comme on avait pu avoir sur le cycle de 2020-2021 ou sur 2017, évidemment, c'est des choses qu'on ne peut plus avoir parce que quand vous avez un marché qui pèse 4 trillions de dollars, c'est plus difficile à faire bouger qu'un marché qui en fait 200 millions. D'accord ? Donc ici, vous avez justement une indication qui est que quand on va casser cette structure, quand on va venir clôturer au-dessus de ces bandes de Bollinger, donc je vous rappelle que là, la borne haute, elle est à 122 000 $. Vous voyez ici, hein, quand on est venu clôturer en weekly au-dessus des bandes de Bollinger, ça a annoncé un gros pump. À chaque fois, c'est le cas. Ça nous indique que ça y est, on est parti pour quelques semaines. Généralement, vous savez que plus un indicateur est sur une time frame importante, plus il a justement lui aussi d'importance. Donc ici, quand on regarde en daily, vous avez des bandes de Bollinger qui sont resserrées également, mais on est en train justement, on a clôturé d'ailleurs une journée au-dessus des bandes de Bollinger, les bandes de Bollinger sont en train de s'écarter,
On est en train, en tout cas à court terme, d'avoir une direction qui est donnée hein, depuis, depuis le resserrement qu'on avait eu ici. Hein. Vous avez vu ici, on avait des bandes de Bollinger qui étaient très très resserrées. Vous avez juste là une longueur des bandes de Bollinger qui étaient très faibles. Et ici, vous avez eu justement des oscillations. Puis là, on semble prendre une petite direction. Alors évidemment, hein, j'en parlais dans les différents scénarios, mais ici, on a toujours le scénario d'avoir ici un retournement. Et même si ce scénario, on va le voir, mais il est peu probable au vu de d'autres indicateurs dont on va parler juste après. Mais ça reste quelque chose qui existe comme possibilité. Alors là, aller jouer le fait qu'on va aller se positionner ici, c'est quand même le scénario le plus probable. Encore une fois, je vais vous montrer tous les indicateurs qui me permettent de dire ça. Mais à ce moment-là, si je commence à avoir trop d'indicateurs qui me disent que non, on ne franchira pas cette résistance à 125 000 $, on va se retourner, ici je prendrai des profits. Mais pour le moment, pas de prise de profit, je continue dans la même lignée que ce que je fais jusqu'à maintenant. Alors je me permets de faire une petite aparté à l'intérieur de la vidéo. On a lancé aujourd'hui, ça y est, 18 septembre 2025, notre nouvelle offre d'adhésion. Donc je vous en parle dans une vidéo directement dans les liens en description. Vous avez une vidéo qui vous explique tout, le pourquoi du comment, etc. Ce qu'on vous propose, c'est tout nouveau. On avait jusqu'ici des accompagnements qui étaient plutôt premium, mais on n'a plus de place hein, pour maintenir un service de qualité. Il faut qu'on se maintienne avec un nombre de places limité. Donc là, c'est pas possible, mais on vous propose un service qui est justement d'accompagnement. D'un accompagnement premium, donc n'hésitez surtout pas, vous avez tous les liens en description si vous voulez vous renseigner. Donc c'est ouvert depuis aujourd'hui, depuis ce matin, donc n'hésitez surtout pas. Donc on va continuer un petit peu nos analyses et surtout nos analyses on-chain avec ici cet indicateur qui est le Whale SOPR. Donc le SOPR c'est le Spent Output Profit Ratio, donc ici on a les profits réalisés par les baleines. Donc les baleines c'est les gros portefeuilles, hein. On parle de plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards de dollars de portefeuille, et vous voyez qu'ici, il n'y a pas de prise de profit. Aucune prise de profit sur cette remontée du prix. Ça, c'est extrêmement positif. Hein. Donc ça, de voir que ici, on a un prix qui reste du coup assez haut et une prise de profit qui est inexistante, ça, c'est très très important, puisque vous voyez que globalement, quand on a eu ici des pics, c'était généralement annonciateur de phase de baisse. Hein. Si ici, je vous montre, on avait eu un pic ici, hop, vous avez vu, ensuite on était venu chercher, on avait eu un pic, le Bitcoin se situait à 70 000 $, on est venu chercher 55 000. D'accord? Ici on avait eu un pic juste ici quand on était à 85 000 $, on est venu chercher, alors je sais plus très bien, c'était ici, voilà, on avait eu un pic ici aux alentours des 110 000, on est venu chercher 100 000, enfin bref, donc ici il faut évidemment regarder ce genre d'indicateur. D'autant que ici, on n'a toujours absolument personne sur les réseaux, c'est désert. Donc d'ailleurs, je vous remercie parce que sur ma chaîne, ce n'est pas du tout désert. Merci à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Je vous remercie beaucoup pour la confiance que vous m'apportez, puis les retours aussi qui sont très positifs. Donc je vous remercie, mais vous êtes assez rares, sachez-le, puisque ici, si on regarde un petit peu sur Google Trends, on n'a absolument aucune recherche. Vous avez ici un terme crypto qui est toujours au plus bas, vous n'avez absolument pas de recherche. Ça se voit également ici sur The Block, on a la courbe des vues des youtubeurs, donc on a finalement pas d'arrivée. Honnêtement, vu la courbe de vues et d'abonnés qu'on a sur la chaîne, je pensais que on avait un petit peu plus de monde sur toutes les chaînes également de mes camarades, mais finalement c'est pas le cas, donc ça a l'air de dire que on n'a toujours pas de nouveaux arrivants qui s'intéressent à la crypto. Si on surveille ça, c'est toujours pour la même raison, hein, c'est que les choses qu'on est en train, les bitcoins et les altcoins qu'on est en train d'acheter maintenant, il va falloir les vendre. Et les vendre à qui? Il va falloir les vendre à des personnes qui arrivent pas très bien entraînées, qui arrivent pas très à l'aise dans le sujet de l'investissement, et qui du coup ont tendance à faire un peu n'importe quoi, et donc à acheter le top. Nous, on achète bas et on vend haut, et vous avez pas mal de gens qui font l'inverse. Et donc du coup, il va falloir que ces gens arrivent. Alors c'est peut-être cynique de vous dire ça, mais honnêtement, il ne faut pas se voiler la face. Quand vous êtes justement dans les marchés financiers, vous êtes là pour gagner, et c'est un marché à somme nulle. Donc quand vous gagnez, quelqu'un perd.
Et donc vous devez être entraîné. Donc là, effectivement, j'en parle justement dans ma vidéo pour vous justement vous parler de notre accompagnement et de notre adhésion justement à ce cercle de Medusa, hein, ce cercle d'investisseurs. Si vous voulez vous former, c'est la meilleure chose que vous pourrez faire parce que vous former, c'est ce qui va vous permettre de monter sur un ring en étant entraîné. Parce que là, quand vous arrivez sur les marchés financiers, vous allez sur un ring et globalement, en face de vous, vous avez Goldman Sachs, d'accord, qui lui est bien entraîné, qui a des années d'expérience, de l'argent, des coachs, etc. Donc lui, quand il arrive sur le ring, c'est pour gagner, d'accord. Donc si vous n'êtes pas entraîné, ça va mal se passer. Et donc ici, évidemment, on veut des nouvelles personnes pas entraînées pour pouvoir les battre sur le ring, ok. Donc ici, vous avez très peu de personnes qui arrivent, et ça, pour le moment, c'est positif parce que justement, ça nous indique qu'on a encore plus de jus pour monter, mais évidemment, c'est pas très positif parce qu'on aimerait avoir de nouvelles personnes pour justement entamer ce fameux cycle haussier. Ici, vous avez un Fear and Greed Index qui est à 52%. Honnêtement, je comprends pas pourquoi. Je suis très content de voir ce chiffre, mais je comprends pas pourquoi. On a que des indicateurs qui sont extrêmement positifs. La technique est positive. L'order flow, on va le voir juste après, mais c'est extrêmement positif. On a des comparaisons avec, par exemple, je vous en ai parlé, hein, le Russell 2000, on va le voir également. Mais tout est extrêmement positif, extrêmement bullish. Le scénario, justement, d'un Bitcoin à plus de 150 000 $, il commence à avoir une probabilité qui est vraiment indécente et donc vraiment forte. Et vous avez ici un Fear and Greed qui est dans le neutre à 52%, plus faible que ce qu'on était, que ce soit ici quand on était à 108 000, que ce soit ici quand il y avait vraiment beaucoup de doutes, hein. Ici on revenait sur la grosse zone de distribution. Ici on était à 60%, on était confiant, alors que ici on est dans le doute. Vu les indicateurs qu'on a, enfin, franchement, c'est troublant. Mais écoutez, je prends et ça me fait plaisir de voir ça. Si on regarde également ici les liquidations, ça se traduit également dans les liquidations, puisqu'ici, vous regardez, donc ici, on a une semaine de cotation. Les fameuses liquidations sont en jaune ou en vert, plus elles sont importantes. Et vous voyez que on a systématiquement des liquidations qui se trouvent au-dessus du prix. Et ici, vous avez le prix qui vient les récupérer, qui vient manger ce genre de liquidation, qui vient se nourrir de ça, de tout l'argent des personnes qui parient à la baisse. Vous voyez qu'on a moins de personnes qui parient à la hausse que de personnes qui parient à la baisse. Donc là, c'est sur les contrats dérivés, hein. Ici, on est sur les contrats perpétuels de Binance. Et ici, si on regarde un peu plus sur le long terme, là également, on a notre gros mur. Mais alors là, je pense que quand on viendra le chercher, on sera en bear market et j'espère que vous aurez vendu. Mais ici, on a notre fameux gros mur d'achat qui a eu lieu aux alentours des 90 000 $. Donc on a effectivement de la liquidation. Mais si on regarde ici, on a beaucoup de jus au-dessus du prix. D'accord ? En dessous, c'est rien. On n'a rien. On n'a personne qui se positionne à court terme en pensant qu'on va aller chercher plus haut. Alors, bon, je comprends qu'ici, on a eu un rebond. Et donc, ici, on se dit, voilà, je trace mon Fibo, hop, mes extensions, hop, ici, j'ai ma zone de rechargement de short, ici, j'arrive sur les 0,618, donc il faut que je prenne des profits ou que je short, etc. Je le comprends, hein, je comprends l'aspect setup technique, et c'est bien pour ça que je fais du trading, mais c'est parce que là, que ce soit la macro ou l'analyse on-chain, elle nous indique que là, le prix, il a peu de chances de s'arrêter là, d'accord ? Il a peu de chances, et quand on voit la liquidité, on sait que la foule a toujours tort. Là, vous voyez que globalement, on est juste en train de donner du jus pour que le prix puisse aller plus haut et aller justement chercher ce genre de liquidation qui se trouve ici aux alentours des 140 000 $. Et je pense honnêtement que quand on arrivera ici, ce sera très probable, si on y arrive, et surtout si on part un peu en ligne droite, qu'on traverse ça comme dans du beurre, d'accord ? Ici, d'autant plus qu'on regarde les taux de financement, les funding rates sur les altcoins. Ici, on est dans le vert, il y a personne, il n'y a plus rien, d'accord ? Il n'y a plus d'euphorie, il n'y a plus personne, les gens ont déserté probablement la crypto, hein. Ça se voit également ici, hein, dans le volume de recherche, mais ici, c'est déroutant de voir à quel point plus personne ne s'y intéresse. Donc si vous êtes là et que vous regardez ce genre de vidéo, vous avez quand même un edge énorme, c'est que vous avez du coup la possibilité de vous placer, de choisir où vous placer, avant que tout soit parti.
Parce que justement, quand ça commence à décoller, ça commence à décoller à droite à gauche, et là, on est toujours en train de faire les chaises musicales, on investit à gauche, mais ça part à droite, etc. Donc là, vous avez le temps de vous poser, de réfléchir à une bonne stratégie. Donc c'est aussi à ça qu'on sert, hein. Nous, on accompagne les personnes qui sont adhérentes au cercle, et puis les personnes qu'on accompagne au quotidien pour justement les aider à franchir ce cap, à se former et à investir sur les bonnes cryptos. Mais évidemment, ça va être votre responsabilité là pour les jours et semaines à venir. Je dis les semaines à venir, mais honnêtement, là, il va falloir quand même être assez réactif parce que quand ça va partir très fort et ça pourrait partir d'ici assez peu de temps. Et c'est pas pour vous hyper, hein, c'est plutôt justement pour vous préparer parce que si on a un mouvement haussier qui se prépare, justement, il faudra être prêt et avoir ces scénarios en tête pour pas être troublé. Ici, au niveau du Bitcoin sur Binance en 4 heures, donc au niveau de l'order flow, on a ici un open interest qui est flat. Donc, c'est désert. Je ne sais pas où sont les gens, hein, probablement à faire les courses de rentrée, mais en tout cas, ici, il y a rien. Donc, pas de volume, on n'a pas de volume. On a des taux de financement qui restent stables, d'accord. On est à 0,00, on a 0,01. Bon, 0,01, c'est flat, hein. Ça veut dire en gros qu'on a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Ici, on a l'équilibre aussi sur l'open interest, ça veut dire qu'on n'a pas de nouvelles personnes qui prennent position. Les personnes se disent que ce niveau-là, c'est pas forcément un niveau d'achat ni un niveau de vente. Alors, pour le niveau de vente, je reconnais. Pour le niveau d'achat, effectivement, hein, c'est sûr que acheter après ici une hausse de 8,7%, c'est peut-être pas l'idéal. D'autant qu'ici, on a monté un peu en ligne droite, donc on pourrait faire un dip comme ça, hein. Honnêtement, c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que je fais de l'analyse long terme. C'est parce que ici, je vous publie pas des vidéos chaque jour, parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et puis surtout, quand vous voyez que ici, on a une baisse, il faut pas commencer ici à paniquer, d'accord. Ici, on a des supports ici, on a des supports ici, on a un support ici. Donc, il peut se passer des baisses sans que ce soit quoi que ce soit de mauvais. Quand vous regardez les cycles de 2017, vous êtes envieux sur les cycles de 2017. Bon, les cycles de 2017, il y a eu quand même beaucoup de grabuge, d'accord. Ici, vous avez l'impression que la banana zone ici, c'était de tourpeau. Mais quand vous regardez ici, ne serait-ce qu'une bougie comme celle-ci, hein, je veux dire, une bougie qui a été ravalée en une semaine, hein, entre le top et le bottom, on parle de 23%, 25%, d'accord, sur une semaine. Donc ici, et ça, quand vous regardez la courbe, vous avez l'impression qu'elle n'existe même pas, cette bougie. Même celle-ci. Celle-ci, vous avez l'impression que c'est anodin, ok. Celle-ci, c'est 11% de baisse, d'accord. 11% de baisse, si on regarde un petit peu ce qu'il en est ici, hop, on va regarder, mais 11% de baisse, ça nous amènerait où? Hop. 11% de baisse, ça nous amènerait ici 104 000 $. Je peux vous dire qu'à 104 000 $, j'ai pas mal de messages qui me disent excuse-moi, mais là tu dis n'importe quoi, c'est ridicule, tu t'es trompé, etc. Donc, gardez toujours le recul, dézoomez quand vous avez besoin de ça. Je vais vous montrer justement une chose qui est hyper intéressante également, c'est la comparaison avec le Russell 2000. Ici, si on regarde, alors je vais vous montrer, ici on est sur le BLX, donc Bitcoin Liquid Index. L'idée, c'est de regarder ici tous les mouvements du Bitcoin depuis longtemps, depuis le début de sa cotation en 2011. Ici, on a justement, alors on va plutôt aller sur Others, d'ailleurs, on va regarder pour les altcoins. Donc vous voyez ici, on a la courbe des altcoins avec ici justement Others, donc qui est la capitalisation des altcoins qui sont du top 11 au top 125. L'idée, c'est de comparer ça au marché action. Parce que j'ai beaucoup de personnes que j'entends dire il n'y aura pas de alt season, maintenant avec les ETF, etc., c'est bon, c'est fini, c'était en gros un truc de geek, les altcoins, mais au final, il n'y aura plus rien, etc. Bon, alors sur ça, moi j'ai toujours des doutes, hein, parce que les choses c'est fini ou alors cette fois c'est différent. Bon, moi c'est des choses qui me font douter, donc je regarde toujours la data qui se trouve derrière. Et en l'occurrence ici, vous savez que Others, donc ici entre le top 11 et le top 125 des cryptos, on est sur des petites capitalisations, on est sur des cryptos qui sont entre quelques milliards de dollars de capitalisation jusqu'à quelques centaines de millions. Donc ici, évidemment, c'est comparable à des petites entreprises.
Et en l'occurrence, si on compare ça aux petites entreprises américaines, je vais vous montrer juste là, mais on a quand même quelque chose qui est hyper déroutant. C'est de regarder à quel point, vous avez les courbes juste ici, je vous les mets à l'écran, vous avez en blanc la courbe des altcoins, et ici en rose, la courbe des actions, des petites capitalisations, donc le Russell 2000, donc c'est-à-dire les 2000 capitalisations des États-Unis, les 2000 plus grosses capitalisations des États-Unis. Donc c'est un indice qui est small cap. Ici, vous avez justement une courbe qui est quand même super similaire, d'accord? Donc ici, vous avez eu la phase de top justement en novembre 2021, que ce soit sur les altcoins, mais également sur le Russell 2000. Vous avez eu un bear market, pareil. On a eu un bottom. Alors nous, on a eu l'impression que le bottom, il s'est fait sur la faillite de FTX, etc., qu'on avait atteint. On est très dans notre cryptosphère et on a l'impression que ça n'arrive qu'à nous, etc. Mais regardez, en novembre 2022, on a eu notre bottom également sur le Russell 2000. Le Russell 2000 n'a eu que faire de la faillite de FTX. Ça n'a aucun intérêt, d'accord? Et ici, vous voyez qu'on a posé un bottom sur la crypto, on a posé un bottom sur le Russell 2000. Et puis, on est parti, voilà. Hop, nous, on dit, bah oui, c'est parce qu'on a eu les ETF, etc., donc ça a drivé le prix, machin, à la hausse. Vous regardez le prix sur le Russell 2000, il a fait une courbe qui est très très similaire, ok? On a eu une phase de hausse, justement entre ce point ici d'octobre 2023 jusqu'à ici le top au moment de l'élection de Donald Trump. Et c'est pas parce que Trump était pro-crypto et que ensuite il a déçu ou je sais pas quoi. Regardez, Russell 2000, pareil, ok? Dans le Russell 2000, vous avez de tout, hein. Vous avez des entreprises qui font de l'acier, vous avez des entreprises de tout. Et ici, vous avez eu justement cette fameuse baisse qu'on a eue dans notre alt season inversée qui a eu justement jusqu'à avril 2025 avec le point bas justement sur les droits de douane de Trump. Vous avez eu également la même chose. On a eu une reprise très forte, mais la chose qui est intéressante, c'est de regarder ici que on est en train de retravailler ce niveau de support au niveau du Russell 2000. Donc ici, on avait eu un premier niveau de résistance, hein, je vous disais, donc qui pourrait devenir un niveau de support d'ailleurs, mais ici on a eu un niveau de résistance. On avait été faire ici une déviation, puis on était reparti à la baisse au moment de notre bear market. Ici également, on est venu ressortir et refaire une baisse. Et ici, on est à la limite de retravailler cette zone. Donc imaginez-vous casser cette zone à la hausse, donc refaire un afflux de liquidité, sachant que, je vous rappelle, mais évidemment, ce genre de petite capitalisation, c'est évidemment ce qu'il faut pour démarrer comme ça, c'est de la liquidité. Donc avoir une baisse de taux comme on a eu hier, c'est super positif. Ça va donner du jus justement pour éviter de se faire rejeter. Parce que ici, en 2021-2022, on a eu le problème avec l'inflation, que ce soit l'inflation liée justement à l'impression monétaire énorme qu'on avait eu pendant le Covid, mais aussi avec les conflits, la guerre en Ukraine, etc. Et ici, pareil, décembre 2024, on a eu l'élection de Trump, donc un retour potentiel de l'inflation, etc. Le rythme de baisse de taux qui avait été annoncé sous Biden, forcément, il est revu à la baisse, etc. Donc là, maintenant, si Donald Trump ne nous sort pas du chapeau un nouveau truc, on pourrait avoir du coup une économie stable, un retour un peu léger du chômage qui pousse la Fed à accélérer un petit peu son rythme de baisse de taux, voire faire un petit peu de quantitative easing. Bon, voilà, on pourrait avoir tout simplement une reprise et une cassure d'une résistance qui pourrait du coup déclencher un nouvel ATH, quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis du coup novembre 2021, et emmener nos cryptos, nos altcoins, beaucoup plus haut. Et l'avantage de ça, c'est de regarder que dans le passé, ça s'est produit exactement pareil. Évidemment, là, je vous montre le récent pour qu'on puisse un petit peu émettre des scénarios et comprendre un petit peu ce qui pourrait se passer dans le futur. Mais si on regarde dans le passé, regardez ça. Ici, le crack Covid, le démarrage tranquille. Ici, la résistance, on vient retravailler les résistances du passé. Puis, on décolle et on envoie le prix beaucoup plus haut. Ici, si je vous montre également, pendant 2017, hop, alors je remets ça comme c'était. Ici, si on regarde sur le cycle de 2017, on avait l'impression que on était beaucoup dans la crypto, hein, donc on se disait, oui, c'est parce que c'est nouveau, etc. Mais regardez, ici, la liquidité, elle est venue, hop, sur le Russell 2000, et pareil, on a eu la même chose ici sur
sur Others, d'accord? Les altcoins se sont comportés exactement comme les petites capitalisations américaines, ok? Puis quand on a eu ici notre gros choc, hein, je rappelle, tout le monde était choqué hein, à ce moment-là. Je ne sais pas si vous étiez là, hein, mais à ce moment-là, en novembre 2018, tout le monde était choqué. On se disait, bon, bah ça y est, c'est fini, etc. Le Bitcoin va réatteindre ici, on parlait d'ici d'un retour sur les ATH de 2013, etc. Enfin, vraiment, c'était la peur. Hein. Vraiment, voir Bitcoin à zéro, il a plus d'utilité, banni, etc. C'était la bulle des tulipes en Hollande. Hein. Donc ici, vous avez eu justement un crack avec ici un retour pareil, assez bas pour le Russell 2000. Donc l'avantage de ça, c'est que ici, bah, on a des courbes qui sont similaires, mais si maintenant je vous montre directement le Russell 2000 lui-même, eh bah, le Russell 2000, vous l'avez, et vous l'avez depuis 1988, je crois, sur TradingView. Donc ici, on va regarder en weekly. Mais vous avez ici, voilà, 1988. Vous avez un début de cotation en 1988. Bon, bah, il y a toujours eu des cycles avec des hausses, des cycles avec des baisses. Vous voyez que la tendance globale, elle est à une augmentation. Ici, je suis en logarithmique, hein, donc ça veut dire que, évidemment, si je vous passe ici en normal, bah, on a une exponentielle. Ok, on a une exponentielle qui est en train de se lancer. Vous voyez qu'on est sur une résistance majeure et que quand on va la briquer, parce que c'est très probable qu'on vienne à la briquer, bah, ça devrait partir et partir justement très fort, aller chercher, ici on est sur les 2400 points, aller chercher les 3000 points, c'est pas du tout délirant, hein. Ici je vous invente rien du tout, ici si on regarde les extensions de Fibo, hop, extension, on pourrait se retrouver justement entre les 3000 et les 3800 points. C'est tout à fait probable. Ok. Donc ici, évidemment, il va falloir regarder ça. C'est hyper important. Au niveau ici des altcoins, on a la bénédiction qui est que on a ici, je vous ai affiché le RSI. Le RSI des cryptos, vous avez chaque point qui est égal à une crypto, vous avez à gauche les cryptos les plus capitalisés, à droite les moins capitalisés, et vous avez justement où se trouve chaque crypto, chaque RSI de crypto. Donc ici, vous avez globalement un indicateur qui nous permet de savoir à quel endroit se trouvent les altcoins. Est-ce qu'elles sont plutôt dans un état de surachat, dans un état de survente, etc. Parce que quand vous avez des RSI qui sont très hauts, ça veut dire, si on regarde ici par exemple la crypto IMX, ok, on va la regarder ensemble. Si on regarde ici IMX, hop, USDT, oh, allez, on va prendre ici IMI USDT. Si on regarde ici IMX USDT, vous allez voir que justement on a une courbe qui est plutôt sympa. Hein. Vous voyez qu'en weekly, on est en train de faire un joli W weekly. Hein. Ici, on l'a fait juste ici, un joli W weekly. Hop, on pourrait en faire justement un énorme ici, avec ici une cassure de cette résistance-là. Et si on regarde les indicateurs, hein, je vous indique ici le RSI, hop, juste là, vous voyez qu'on a un RSI qui est justement aux alentours de 55. Donc lui, on a un momentum qui est plutôt parti sur les chapeaux de roue. Ok, on est un momentum qui est neutre, un peu positif. Donc ici, on a des très belles cryptos. Alors, je vous en parle de cette crypto. Honnêtement, c'est une crypto que je surveille beaucoup. Hein. J'ai certains de mes clients qui en ont, parce que effectivement, quand on voit cette courbe-là, on a une énorme zone d'accumulation qui dure depuis très très longtemps. Ici, un niveau de support qui est tenu depuis également très très longtemps. Donc ici, évidemment, on a un très bon niveau d'achat. Hein. Je vous en parle, mais ici, effectivement, à 0,8 dollars. Donc ici, on est sur des niveaux qui sont très bons et on pourrait venir rechercher justement ce qu'on était venu chercher ici à ce moment-là, ce fameux ATH, et si on vient à casser la fameuse résistance, d'accord, le fameux niveau ici sur Others, sur le Russell 2000, qui pourrait nous emmener sur Others, justement dans la fameuse zone d'expansion, ici, entre les 1,618 et les 1,718. Donc ici, évidemment, on pourrait avoir sur IMX USDT un retour beaucoup plus haut, avec un travail, hop, juste là. Si je vous mets sur Gate, on pourrait avoir juste là un retour à minima sur ces zones de résistance là, ces zones de résistance là. Donc ça ferait une performance x7 jusqu'à x9, x10 potentiellement. Donc évidemment, c'est pas un conseil en investissement. Hein. Je vous propose cette crypto là. Il faudrait faire une analyse beaucoup plus poussée.
Mais évidemment, ici, ça nous permet, cette fameuse petite courbe, ce nuage de points, il nous permet justement de voir les cryptos qui s'en sortent le mieux. Parce que quand on a des petits rebonds, et qu'on a certaines cryptos qui se détachent, bah, on a une forte probabilité que quand on a des gros mouvements, ce soit également ces petites cryptos qui se détachaient déjà quand on avait des petits mouvements, elles se détachent réellement fortement. On va passer rapidement ici sur des indicateurs aussi au niveau on-chain. Donc ici sur le Mayer Multiple, ici vous avez justement une courbe qui est également très belle. Vous voyez que sur les cycles précédents, on vient régulièrement taper justement cette borne rouge. Ici, vous voyez que même en 2019, sur le mini-cycle, on était venu le chercher. Donc on pourrait se dire qu'on atteindra notre top quand on ira chercher cette courbe. Alors pour information, là c'est pour vous vendre un petit peu de rêve et pour vous donner un peu d'euphorie et vous faire démarrer un beau jeudi. Ici, vous avez la borne haute qui est à 247 000 $ actuellement. Donc potentiellement, notre top, sachant que quand on va avancer, quand on va aller un peu plus haut, cette courbe-là va augmenter, notre top pourrait se situer en dessous, légèrement en dessous des 300 000 $. Donc évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement, ne placez pas tout faire all-in en espérant un Bitcoin à 300 000, mais honnêtement, c'est pas impossible. Je sais que ça peut sembler impossible à la majorité des personnes parce que on surestime le court terme et on sous-estime le long terme. Mais ici, imaginez que on était à 14 500 $ il y a quelques temps. Ici, on est déjà quasiment à x10. On pourrait aller faire une performance qui est très élevée, une parabole, une petite banana zone, c'est possible. Et honnêtement, si ça arrive, je ne serais pas non plus choqué. Alors effectivement, ça me surprendra quand même en positif, mais je me doute que ça puisse être possible. Ici, d'autant que on a toujours des zones d'accumulation et on n'a pas de grosses zones de vente. Donc ici, on a toujours des zones en dessous du prix, des zones jaune orangées qui nous indiquent qu'on a de l'achat. Le prix est soutenu, d'accord. Donc on a des soutiens à ces niveaux de prix-là. Donc ça nous indique que potentiellement ici, on n'a pas forcément de retournement à attendre. Et on a des personnes qui ont acheté ici, qui vont sûrement attendre d'avoir justement des nouveaux arrivants, d'avoir des nouvelles personnes qui vont vouloir acheter pour pouvoir leur vendre et leur vendre à bon prix. Donc ici, potentiellement, elles pourraient vouloir pousser le prix beaucoup plus haut. Ici, au niveau justement des long-term net position change, donc ici, on a un petit peu de vente, justement parce que les holders commencent à vendre et ils commencent à vendre aux arrivants de court terme. Alors je l'ai juste ici, vous voyez donc les arrivants de court terme qui sont en train de se positionner. Ici on a quelques achats à court terme. Alors visiblement c'est pas des personnes qui sont totalement extérieures à la crypto, mais c'est des personnes qui avaient de l'USDT jusque-là, je vous rappelle ici cette fameuse courbe, mais ici des personnes qui avaient de l'USDT et qui sont en train finalement de troquer leurs USDT contre des bitcoins. Et donc ça c'est justement ce qu'on retrouve dans cette courbe-là. Vous voyez également ici qu'on a des méga whales, donc ça c'est une particularité un peu de ce cycle, mais les grosses baleines, les gros portefeuilles, ici vous voyez que on a justement des positions qui sont en train de baisser avec le temps, mais la particularité, c'est que ici, on a des whales, donc des portefeuilles qui possèdent plus de 1000 bitcoins qui restent stables, d'accord. Donc les méga whales qui, elles, possèdent plus de 10 000 bitcoins, donc là, ça commence à vraiment chiffrer, on est sur une réduction. Alors évidemment, plus ça va avancer, moins on aura de méga whales à plus de 10 000 bitcoins, parce que, évidemment, c'est des gros portefeuilles, et ils ont plutôt tendance à scinder les portefeuilles. Si vous avez plusieurs dizaines de milliards de dollars, vous allez avoir peut-être intérêt à séparer vos portefeuilles pour avoir 10 portefeuilles à 1 milliard plutôt qu'un portefeuille à 10 milliards. D'accord ? Donc ici, vous allez avoir justement une baisse ici des méga whales, une stagnation des whales globalement, et ici, la particularité, c'est qu'on a un achat massif des portefeuilles qui possèdent entre 100 et 1000 bitcoins. Donc là, c'est quand même déjà pas mal. Honnêtement, entre 100 et 1000 bitcoins, on parle de portefeuilles qui valent entre 10 millions et 100 millions de dollars. Donc c'est quand même des portefeuilles non négligeables. Et là, vous voyez qu'on a une quantité énorme d'achats. Parce qu'en fait, on a des multimillionnaires, des petits milliardaires, etc., qui ont besoin de se positionner sur le bitcoin, qui ont vu le train un peu passer et qui se disent, effectivement, ce que tout le monde me disait est en train de se produire. Donc je veux pas être l'idiot du village à avoir absolument aucun
Bitcoin, donc il se positionne petit à petit. Et ça, évidemment, ça soutient le prix, et ça fait qu'on a peu de dips. Vous voyez, depuis ce cycle, on a très peu de dips. Et donc, effectivement, tant qu'on aura ici une courbe aussi importante d'achat des sharks, eh ben, ça voudra dire que potentiellement, on a encore du jus pour aller plus haut. Et d'autant qu'ici, je terminerai par là, on a des bitcoiners et des mineurs qui sont toujours dans des niveaux de revenus qui sont très faibles, d'accord. Depuis le halving, on n'a pas tant augmenté que ça. Alors, on a quand même augmenté, hein. Le halving, il a eu lieu quand le bitcoin était aux alentours des 70 000 $. Bon, vous êtes toujours rentable à miner des bitcoins, d'autant que dans des régions du monde, vous pouvez avoir des coûts d'électricité, des coûts d'énergie qui sont très très faibles. Donc ici, on n'a pas encore de revenus très très importants. Et vous voyez que globalement, les tops se font toujours à ces moments-là quand on a des revenus qui sont trop forts et qu'on a du coup une pression des mineurs qui est encore plus forte. Et donc là, pour le moment, vous avez des mineurs qui ont tendance à garder les bitcoins qu'ils ont en portefeuille pour pouvoir les vendre un peu plus haut. Bon, bah, quand ils vont commencer à tout vendre, en parallèle des gros portefeuilles qu'ils vont vendre, bah, forcément, ça fera une pression baissière qui entraînera la fin du cycle. On n'en est pas là. Vous avez vu qu'on a énormément de bons signaux, énormément de très très belles choses. Je vous rappelle pour ceux qui le souhaitent qu'on a du coup cette fameuse offre, donc le cercle de Medusa qu'on a dévoilé aujourd'hui. Vous avez le lien en description pour nous rejoindre, pour en savoir un peu plus. Également, on a fait une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. On a une page également où on décrit un petit peu ce qu'on vous livre. C'est quelque chose qui a peu d'équivalent en francophonie, donc n'hésitez surtout pas. Et puis n'hésitez surtout pas à nous faire vos retours, que ce soit dans les commentaires, dans les likes, etc. On est très friands de ça, donc je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée et on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo.